Saint-Rémy, Saône-et-Loire, 27 novembre 1965. Dans une petite maison ouvrière, bercée par les bruits d'un quartier populaire, naît la deuxième fille d'une fratrie de 12 enfants, Rachida. Le père, maçon marocain, travaille dur sur les chantiers pour nourrir sa famille. La mère, algérienne, veille sur les enfants avec cette force silencieuse des femmes qui ne s'accordent jamais le droit de faiblir. L'hiver est froid, les moyens sont limités, mais les valeurs sont solides. Le respect, la dignité et le travail. C'est dans ce décor d'humilité que commence l'histoire d'une femme qui, sans le savoir encore, incarnera plus tard la méritocratie républicaine française. Très tôt, Rachida apprend à se battre. À la maison, rien n'est donné, tout se mérite. À l'école, elle comprend que son nom et son origine ne lui ouvrent aucune porte. On la regarde parfois avec condescendance, on lui dit que ce n'est pas pour elle. Mais ces mots, au lieu de la briser, forgent son caractère. Elle grandit avec une détermination rare, une énergie presque farouche. Elle veut prouver que la France qu'elle aime peut être aussi celle qui l'accepte. Adolescente, elle rêve déjà d'indépendance. Elle travaille comme aide-soignante pour financer ses études, puis décroche un diplôme d'économie avant de rejoindre l'École nationale de la magistrature, ce temple de la justice où si peu de femmes issues de milieux modestes pénètrent. Là encore, elle doit redoubler d'efforts pour se faire une place. Ses professeurs la décrivent comme brillante, opiniâtre, intransigeante avec elle-même. Elle ne veut pas simplement réussir, elle veut comprendre le pouvoir pour mieux l'apprivoiser. Car Rachida Dati a cette conscience aiguë du regard des autres. Celui qu'on pose sur la fille d'immigrés, celui qu'on réserve à la jeune femme qui refuse de rentrer dans les cases. Ses débuts dans la magistrature sont marqués par cette même exigence. Elle travaille sans relâche, souvent la première arrivée, la dernière partie. On lui reproche parfois son franc-parler, son tempérament trop direct. Mais c'est précisément cette franchise qui attire l'attention. Rapidement, son destin croise celui de Nicolas Sarkozy. Il repère en elle une énergie brute, une intelligence politique rare. Entre eux s'installe une relation de confiance et de défi. Elle devient sa conseillère, puis sa porte-parole, avant d'être propulsée en 2007 à la tête du ministère de la Justice. Pour la première fois, une femme issue de l'immigration maghrébine entre au gouvernement à un poste clé. La République se regarde dans le miroir et découvre un nouveau visage, celui d'une France multiple, exigeante et fière. Mais derrière cette ascension éclatante, la vie de Rachida est faite de sacrifices. Le pouvoir a un prix. Les nuits courtes, la solitude, les trahisons. Les couloirs du ministère ne sont pas tendres avec les femmes. Elle doit s'imposer, souvent seule, dans un univers encore dominé par les hommes. On la surnomme bientôt la ministre d'acier. Un surnom qu'elle assume, mais qui cache mal les blessures. Car sous cette armure politique, il y a une femme de chair et de sang, une fille restée fidèle à ses origines, qui téléphone à sa mère entre deux réunions, qui passe voir sa famille dès qu'elle peut, qui garde au fond du cœur cette envie simple. Être aimée pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle représente. Dans ces rares moments de répit, elle observe avec lucidité la distance qui s'est installée entre elle et le monde qu'elle servait autrefois avec foi. Le pouvoir, elle le découvre, n'a rien de romantique. Il isole. Il exige une forme de froideur qui ne lui ressemble pas. Mais elle s'y accroche, convaincue que son rôle est d'ouvrir la voie à d'autres, à toutes ces jeunes filles qui se rêvent un destin différent. Elle devient ainsi, malgré elle, une figure symbolique, celle de la réussite à la force du poignet. Cette réussite a un prix personnel immense. Après un mariage discret et un divorce douloureux, Rachida choisit le silence. Mère célibataire, elle élève sa fille Zora avec la même rigueur que celle qu'elle s'impose à elle-même. Sa maternité devient son ancrage, son refuge. Elle s'investit corps et âme dans sa carrière, refusant la faiblesse, dissimulant la fatigue. « Je ne veux pas qu'on me voie tomber », confie-t-elle un jour à une amie. Derrière le tailleur noir et les dossiers ministériels, il y a une femme qui doute, une femme qui souffre parfois de ce que le monde ne lui pardonne pas, sa différence. Au fil des années, Rachida Dati devient une icône paradoxale. Admirée pour son courage, redoutée pour sa franchise, critiquée pour sa ténacité. Mais elle ne cède rien. Elle avance, toujours. Les attaques glissent, les polémiques passent, elle reste debout. Pourtant, ceux qui la connaissent savent que cette force a un revers, la solitude. Car le pouvoir, une fois conquis, ne laisse que peu de place à la tendresse. Dans les dîners officiels, les discours, les réunions, elle garde ce sourire maîtrisé, cette allure irréprochable. Mais dans le silence des soirs sans caméra, le doute revient. Elle se demande parfois si, au fond, elle n'a pas trop donné à la République, et pas assez à elle-même. C'est dans cette tension permanente entre ambition et manque affectif que s'esquisse la seconde moitié de sa vie. Une période où la femme commence à reprendre le pas sur la ministre, où Rachida, derrière l'image publique, cherche enfin à redevenir elle-même, une quête intime, presque spirituelle qui l'amènera, bien des années plus tard, à cette révélation inattendue.
On peut tout réussir, tout affronter, tout conquérir, mais sans amour, la victoire reste incomplète. Ministre de la Justice, maire du 7e arrondissement de Paris, députée européenne, les titres s'accumulent, les distinctions se succèdent. Rachida Dati devient un visage incontournable du paysage politique français. Ses discours incisifs, son ton ferme, sa capacité à trancher là où d'autres tergiversent lui valent autant d'admiration que de critiques. Dans l'opinion publique, elle incarne la réussite méritocratique mais aussi une forme de distance, presque de froideur. Peu savent qu'il ne s'agit pas d'indifférence, mais d'un mécanisme de survie. Dans ce monde d'hommes où la moindre faiblesse est sanctionnée, Rachida s'est forgé une carapace. Derrière cette façade d'acier se cache une blessure intime, celle d'une femme sans cesse observée, commentée, jugée. Les médias ne parlent pas seulement de ses réformes ou de ses prises de position, mais de ses robes, de ses sourires, de ses silences. La France découvre une femme politique d'origine maghrébine et, au lieu de s'attarder sur sa compétence, s'interroge sur sa vie privée. Ses moindres gestes sont décortiqués. Son rôle de mère devient un sujet national, sa fille un mystère qu'on cherche à percer. Être une femme dans ce milieu, c'est vivre dans un aquarium, confie-t-elle un jour à un proche. Et elle sait que le moindre faux pas pourrait tout remettre en question. Rachida ne se laisse pas abattre. Elle avance avec la même détermination qu'au premier jour. Elle s'impose dans les débats, répond aux attaques, s'assume sans détour. Ce courage, elle le doit à son histoire. Elle sait d'où elle vient et c'est ce souvenir qui la protège. Mais au fil des années, la solitude se fait plus pesante. Les dîners officiels remplacent les repas en famille, les discours effacent les confidences et les applaudissements se font plus creux. Derrière les sourires politiques, elle ressent parfois une immense fatigue, celle de devoir toujours se battre, même pour exister en tant que femme. Les proches de Rachida racontent qu'à cette période, elle devient plus silencieuse. Elle travaille encore plus, s'enferme dans le devoir. La politique devient son refuge, mais aussi sa prison. Chaque jour, elle se lève avec ce même mélange de fierté et de résignation. La fierté d'avoir réussi là où tant d'autres ont échoué. La résignation de constater que cette réussite ne comble pas le vide intérieur. Car le pouvoir, malgré son éclat, ne réchauffe pas les soirs de solitude. Et puis, il y a le poids du regard public. En France, une femme politique n'a pas le droit d'aimer comme les autres. Ses émotions sont suspectes, ses choix affectifs sont disséqués. Quand elle rit, on dit qu'elle cache quelque chose. Quand elle pleure, on parle de faiblesse. Dans ce climat d'exigence, elle apprend à ne plus rien montrer. Ses émotions deviennent des secrets d'État. Le monde l'observe, mais personne ne la voit vraiment. « J'ai appris à me taire pour survivre », confiera-t-elle plus tard. Pourtant, malgré cette façade maîtrisée, le cœur n'oublie jamais. Et dans le silence des longues nuits passées à travailler, une petite voix intérieure lui rappelle qu'elle n'est pas qu'une fonction, qu'un symbole, qu'un nom dans les journaux. Elle est aussi une femme, avec ses fragilités, ses désirs, ses peurs. Peu à peu, cette voix se fait plus insistante, comme un écho du passé qu'elle avait voulu étouffer. L'amour, ce mot qu'elle a banni de son vocabulaire, commence à lui manquer. C'est dans ce contexte que le destin décide d'intervenir. Un soir d'hiver, lors d'une réception officielle à Paris, Rachida s'avance dans la salle sous les regards admiratifs et parfois envieux. Elle serre des mains, échange des politesses, sourit par habitude. Et puis, au détour d'un groupe, un regard croise le sien. Pas celui d'un ministre ni d'un journaliste, mais d'un inconnu au sourire calme, presque timide. Ce regard, simple et sincère, la désarme. Il ne cherche pas à l'impressionner, il ne la juge pas. Il la regarde, elle, sans décor ni statut. Ce moment, fugace mais intense, laisse en elle une trace. Elle n'y pense plus, du moins, et c'est elle. Mais ce visage revient la hanter dans les jours qui suivent. Dans le tumulte de ses obligations, entre deux réunions, deux plateaux télé, elle se surprend à repenser à cette rencontre. Ce n'est pas un coup de foudre, non. C'est autre chose, de plus subtil, de plus profond. La sensation d'avoir été vue, enfin sans filtre. Et dans ce monde de faux semblants et de rapports de force, cette impression a quelque chose d'irréel. Ce regard réveille en elle un besoin qu'elle croyait éteint. Celui de la tendresse, de la simplicité, de la présence sans enjeu. Depuis trop longtemps, tout autour d'elle est calculé, mesuré, stratégiquement pesé. Mais cet homme, lui, n'attend rien. Et c'est peut-être cela qui la bouleverse le plus. Ce soir-là, après la réception, Rachida rentre chez elle plus tôt que prévu. Elle ferme la porte de son appartement, enlève ses talons, se regarde dans le miroir. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sent vulnérable, mais pas faible. Ce qu'elle ressent, c'est un frisson d'humanité retrouvée. Et dans cette fragilité nouvelle, quelque chose naît, imperceptible mais réel. Le désir de recommencer à vivre au-delà des apparences, des discours et des titres. Cette rencontre, aussi brève soit-elle, marque un tournant. Rachida ne le sait pas encore, mais ce regard va changer le cours de sa vie. Il va lui rappeler que derrière chaque femme de pouvoir se cache une femme tout court, et que parfois, il suffit d'un instant, d'un échange, d'un silence partagé pour fissurer les murailles qu'on croyait indestructibles.
Les jours passent, les obligations reprennent leur rythme effréné. Réunions au ministère, séances au Parlement européen, interventions médiatiques, Rachida Dati enchaîne les responsabilités comme une athlète du pouvoir. Son emploi du temps est un labyrinthe sans pause, réglé au millimètre. Et pourtant, au cœur de ce tumulte, une pensée douce persiste, celle de cet homme au regard sincère. Elle ignore pourquoi il hante son esprit. Peut-être parce que, pour la première fois depuis des années, elle s'est sentie vue sans être évaluée. Un après-midi, le hasard ou le destin refait surface. Dans un café discret du 6e arrondissement, alors qu'elle s'accorde une rare pause entre deux rendez-vous, il est là, assis à une table près de la fenêtre. Le même regard tranquille, la même simplicité. Il la reconnaît, bien sûr, mais sans empressement ni admiration. Il lui sourit simplement. Elle hésite, puis s'approche. Ce moment, banal en apparence, marque le début d'une parenthèse qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ils échangent quelques mots, une conversation polie qui s'étire plus que prévu. Ils se revoient, par hasard encore, puis par envie. Le protocole s'efface peu à peu. Rachida, d'ordinaire si prudente, accepte un dîner, puis une promenade au bord de la Seine. Avec lui, elle découvre une sensation oubliée, celle d'exister sans devoir jouer un rôle. Pas de caméra, pas de journaliste, pas de stratégie. Seulement deux êtres qui parlent, rient et se découvrent. Cet homme, d'une quarantaine d'années, n'a rien d'un courtisan ni d'un politicien. Il est ingénieur, passionné de littérature et de montagne. Son calme la désarme. Il n'a rien à prouver et c'est précisément ce qui la séduit. Il écoute, pose des questions, sans curiosité malsaine. Il ne cherche pas à percer le mystère de la ministre, mais à comprendre la femme. Ce contraste la bouleverse. Dans un monde où tout est calculé, cet homme incarne une forme de pureté. Les rendez-vous deviennent plus fréquents. D'abord furtifs, puis assumés. Elle retrouve le goût des choses simples. Un déjeuner sur le pouce, une balade au crépuscule, un message échangé tard dans la nuit. Peu à peu, la distance entre la femme publique et la femme privée s'efface. Son entourage remarque le changement. Son regard s'adoucit, son ton se fait plus léger, son rire, rare, réapparaît. Elle semblait respirer enfin, confie un collaborateur. Rachida, elle, lutte intérieurement. Ce bonheur la trouble. Elle s'en méfie, comme d'une faiblesse. Dans le miroir, elle se répète qu'elle n'a pas le droit de s'abandonner. Mais chaque fois qu'elle le retrouve, ses certitudes s'effritent. Cet homme ne lui demande rien, ne la juge pas, ne la compare pas à l'image qu'on a d'elle. Il l'aime pour ce qu'elle est, une femme blessée, fière, vulnérable, et cette évidence la désarme plus que n'importe quelle attaque politique. Un soir, après un long dîner, il se promène sous la pluie. Paris brille d'un éclat humide. Il lui prend la main doucement, sans geste théâtral. Elle ne la retire pas. Dans ce silence, il n'y a ni promesse ni serment, juste une vérité tranquille. « Tu n'as pas besoin d'être forte tout le temps », lui murmure-t-il. Ces mots, simples mais sincères, brisent une digue intérieure. Pour la première fois depuis longtemps, Rachida laisse tomber son armure. Ce lien inattendu réveille en elle une partie d'elle-même qu'elle croyait disparue. La femme sensible, la jeune fille qui rêvait d'amour sans calcul, sans peur, elle redécouvre le plaisir des discussions inutiles, des silences partagés, des gestes tendres. Cet amour ne la détourne pas de son travail, il le transforme. Elle devient plus posée, plus humaine dans ses décisions. Certains collègues y voient un signe de fragilité. En réalité, c'est l'inverse, elle n'a jamais été aussi forte. Ce qui la touche le plus, c'est la manière dont il protège leur intimité. Pas de confidence à la presse, pas d'apparition publique, il comprend le poids de sa vie, les risques d'exposition. Il reste dans l'ombre par choix. Cet amour secret devient leur jardin caché, un espace de respiration dans un monde étouffant. Et dans ce refuge discret, Rachida Dati trouve enfin la paix. Les mois passent, leur complicité s'approfondit. Il devient une présence essentielle, une encre dans le tumulte. Ensemble, ils voyagent discrètement, loin des caméras, Lisbonne, Marrakech, puis un petit village en Provence. Dans ces escapades, elle retrouve un sentiment qu'elle n'avait plus connu depuis son enfance, la liberté. Marcher pieds nus, rire sans calculer, se réveiller sans agenda. Elle redécouvre la vie. Pour la première fois, elle imagine un avenir à deux. Non pas une idylle médiatisée, mais une vie vraie, apaisée. Cette idée la fait sourire, puis l'effraie. Mais lui, patient, ne la presse pas. On ne reconstruit pas un cœur en un jour, lui dit-il un soir. Elle comprend alors que cet amour n'est pas une parenthèse, mais un nouveau chapitre. Un chapitre écrit sans discours ni artifice, à l'encre de la sincérité. Et quand, une nuit, alors qu'il contemple la ville endormie depuis son balcon, il lui murmure « Tu sais, tu n'as plus besoin de lutter contre tout le monde, il suffit d'aimer. » Elle ferme les yeux. Pour la première fois, elle ne cherche pas à répondre. Elle se laisse simplement porter par ces mots. L'amour qu'elle croyait incompatible avec sa vie vient de trouver une place dans son cœur. Une place qu'aucun pouvoir, aucune gloire ne pourra jamais combler autrement. Pendant des mois, Rachida Dati vit cet amour dans la discrétion la plus totale.
Elle jongle entre les obligations officielles et les moments volés, entre la lumière froide du pouvoir et la chaleur intime d'un bonheur qu'elle n'ose pas nommer. Pourtant, à mesure que les jours passent, cacher ce sentiment devient plus difficile. Les journalistes flairent de quelque chose, une nouvelle douceur dans sa voix, un éclat dans son regard, certains murmures s'élèvent, elle a changé. Et ils ont raison, elle n'est plus tout à fait la même femme. Ce changement, elle l'assume. Peu à peu, elle laisse tomber les barrières, elle ne se cache plus derrière des réponses évasives. Dans les dîners, elle sourit vraiment. Dans les réunions, elle écoute davantage. Ce n'est plus la ministre d'acier, c'est une femme épanouie. Un matin, elle prend une décision qu'elle repoussait depuis des semaines. Rendre publique, d'une manière ou d'une autre, cette part de sa vie qu'elle gardait secrète. Pas une annonce officielle, pas un communiqué, seulement un geste. Ce geste, ce sera une présence. Lors d'une cérémonie culturelle au Louvre, elle arrive à son bras. Le monde politique retient son souffle. Les flashs crépitent. Les rumeurs se confirment. Rachida Dati, l'ancienne garde des Sceaux, la femme toujours sur la défensive, aime. Les réactions sont immédiates. Admiration, surprise, parfois moquerie. Certains saluent le courage d'une femme qui s'assume. D'autres y voient une faiblesse. Mais elle, sereine, avance. Pour la première fois, elle ne cherche pas à convaincre. Elle vit. Les semaines suivantes, la presse s'emballe. Les magazines s'arrachent des clichés volés. Les chroniqueurs spéculent. Les opposants ironisent. Dans les couloirs du pouvoir, certains chuchotent « Elle s'est adoucie ». D'autres, plus cyniques, la disent distraite. Mais rien n'entame sa détermination. Car ce que personne ne comprend, c'est que cet amour ne l'a pas affaiblie. Il l'a libérée. Elle n'a plus besoin de prouver qu'elle mérite sa place. Elle n'a plus peur du regard des autres. Elle est devenue maîtresse d'elle-même. Lui, toujours discret, refuse les interviews, décline les invitations mondaines. Leur couple, à rebours de tout ce que la société attend, repose sur une simplicité rare. Ils s'échappent dès qu'ils le peuvent, fuyant Paris pour la Provence, où ils se réfugient dans une vieille bastide entourée d'oliviers. Là-bas, le temps s'étire, la politique s'efface et la vie reprend son rythme naturel. Rachida jardine, cuisine, lit des romans, des gestes anodins mais qui pour elle ont un goût d'inédit. C'est la première fois que je vis sans calculer, confie-t-elle à une amie proche. 1 an plus tard, dans une atmosphère de pudeur et de sincérité, ils décident que de se marier. Pas de faste, pas de caméra. Une cérémonie intime dans une chapelle de campagne, entourée de quelques amis et de sa fille Zora, radieuse. Les cloches sonnent doucement, le vent s'engouffre dans la vallée et Rachida, vêtue d'une robe sobre couleur crème, sourit sans crainte. Elle ne prononce pas de grands discours, mais son regard en dit long. Elle a enfin trouvé ce qu'elle cherchait depuis toujours, la paix. Pourtant, ce bonheur n'est pas sans épreuve. Dans la sphère publique, la critique continue. Certains l'accusent d'avoir trahi son image de femme forte, d'autres jugent sa vie sentimentale avec la cruauté ordinaire des observateurs frustrés. Mais elle, désormais, ne se justifie plus. Elle a appris que le vrai courage n'est pas de s'imposer, mais de s'aimer. Dans une interview donnée quelques mois plus tard, elle lâche une phrase qui bouleverse ceux qui la suivent depuis des années. « J'ai passé la moitié de ma vie à prouver que j'étais à ma place. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de convaincre personne. J'ai juste envie d'aimer et d'être en paix. » Ces mots, simples mais puissants, résonnent comme une confession tardive, un adieu à la dureté d'autrefois. Rachida Dati, la femme d'ordre et de raison, découvre la force de la vulnérabilité. Et dans cette fragilité assumée, elle retrouve sa grandeur. Les années suivantes, elle continue à s'engager, mais autrement. Moins dans la confrontation, plus dans la transmission. Elle soutient les jeunes femmes issues de milieux modestes, les encourage à ne pas renier leur identité, à oser, à tomber, à recommencer. Son parcours devient un symbole, non plus seulement politique mais humain. On ne parle plus seulement de la ministre, mais de la femme qui a osé aimer malgré tout. Dans les soirées d'été, à la lumière dorée du Sud, on la voit parfois marcher seule, un livre à la main. Son mari la rejoint et il s'assoit sur un banc face aux collines. Elle regarde le ciel, apaisée. « Tu te rends compte ?» dit-elle doucement. « Toute ma vie, j'ai couru après la reconnaissance. Et elle était là, dans un simple regard. » Cette phrase résume toute son histoire. Celle d'une enfant d'ouvrier devenue ministre, d'une femme blessée devenue libre. Elle n'a pas renoncé à ses combats, mais elle a trouvé leur sens. Le pouvoir, les honneurs, les titres n'étaient que des étapes. Ce qui compte désormais, c'est la paix retrouvée dans le cœur d'une femme qui enfin s'autorise à être heureuse. Et quand le soleil se couche sur la Provence, baignant la vallée d'une lumière orangée, Rachida Dati sourit. Elle sait qu'elle n'a plus rien à prouver. Son histoire, faite de courage, d'amour et de renaissance, restera comme le témoignage d'une vérité simple. Il n'y a pas de plus grande victoire que celle d'apprendre à s'aimer soi-même.
Le temps a passé, les années ont adouci les contours de la vie de Rachida Dati, mais n'ont jamais effacé son éclat. Son visage, marqué par l'expérience, raconte 1000 histoires. Celle d'une enfant d'immigré qui a défié les codes, celle d'une femme de pouvoir qui a traversé la tempête, celle d'une mère qui a aimé sans condition, et enfin celle d'une âme qui a appris, tardivement, à se reposer dans la tendresse. Aujourd'hui, quand elle repense à son parcours, elle ne parle plus de politique ni de pouvoir. Elle évoque plutôt le silence, la patience, la sérénité retrouvée. Dans une interview récente, elle a dit « J'ai longtemps cru que la force, c'était de ne jamais fléchir. Mais la vraie force, c'est d'accepter ses failles, de se laisser toucher. » Ces mots résument son évolution. Elle, la femme qu'on disait inébranlable, a compris que le courage n'était pas de rester droite malgré tout, mais de savoir s'incliner devant la vie, quand celle-ci impose son rythme. Le pouvoir l'a endurcie, l'amour l'a réconciliée avec elle-même. Dans le calme de sa maison en Provence, les journées s'écoulent désormais sans agenda. Elle reçoit parfois quelques amis, relit ses livres préférés, Montaigne, Camus, Colette, et prend plaisir à cuisiner pour ceux qu'elle aime. Sa fille Zora, devenue adulte, marche dans ses pas à sa manière, indépendante, libre, consciente de l'exemple que sa mère lui a offert. Entre elles, il y a désormais une complicité tendre, celle qui n'a pas toujours eu la place d'exister pendant les années d'ambition. Et puis, il y a lui, son mari, son ancrage. Leur amour n'a jamais eu besoin de promesses flamboyantes ni de symboles publics. Il repose sur une simplicité rare, la confiance. Ensemble, ils ont appris à vivre sans paraître, à exister loin des projecteurs. Parfois, en fin d'après-midi, il s'assoit sur la terrasse et regarde les oliviers danser sous le vent. Elle pose sa main sur la sienne et murmure « Si je devais tout recommencer, je choisirais encore ce chemin, même avec ses douleurs, parce qu'il m'a mené jusqu'à toi. » Cette phrase, il la garde comme un trésor, car elle incarne la femme qu'elle est devenue, une femme qui a fait la paix avec son passé, une femme qui sait désormais que la liberté n'est pas dans le pouvoir, mais dans la vérité de ses émotions. Les médias, eux, se sont fait plus discrets. Ils ne parlent plus de ses robes ni de ses alliances politiques. Ils évoquent plutôt son parcours comme une légende républicaine. Les jeunes générations la citent comme modèle. Non pas parce qu'elle a été ministre, mais parce qu'elle a prouvé qu'une origine modeste, une différence, une enfance cabossée peuvent devenir des forces quand on refuse de renoncer. Dans les conférences qu'elle anime parfois, elle répète toujours la même idée. Rien n'est plus dangereux qu'une société qui dit à ses enfants « Reste à ta place. J'ai passé ma vie à sortir de la mienne. » Ces mots, prononcés avec un sourire calme, résonnent comme un testament moral. Elle n'a plus besoin de convaincre, elle inspire, simplement. Au crépuscule de sa vie publique, Rachida Dati incarne quelque chose de rare, l'équilibre entre la raison et le cœur, entre la rigueur et la douceur. Elle a connu la solitude, la gloire, la critique, la passion, mais surtout, elle a connu la transformation. Son histoire n'est pas celle d'une héroïne parfaite, mais celle d'une femme vraie, qui a chuté, douté, aimé et qui s'est relevée toujours. Quand on lui demande aujourd'hui si elle referait tout, elle répond sans hésiter « Oui, parce que chaque blessure m'a mené un peu plus près de moi-même. » Et c'est peut-être là, dans cette réponse, que réside la plus belle leçon de sa vie. Tout ce qu'elle a perdu, elle l'a gagné autrement, en humanité. Le soir tombe sur la Provence. Dans la lumière dorée du soleil couchant, on aperçoit Rachida Dati marcher lentement entre les rangées d'oliviers. Le vent porte le parfum des herbes sauvages, la terre respire encore la chaleur du jour. Elle s'arrête un instant, lève les yeux vers le ciel et sourit. Ce sourire, c'est celui d'une femme qui a trouvé la paix. Une paix simple, presque silencieuse. Celle qui ne dépend plus du regard des autres, mais seulement du battement tranquille de son propre cœur.